Ça faisait longtemps. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions sans filtre. Vous me connaissez, mon but c'est de pas parler chinois et de répondre à toutes vos questions, qu'on parle d'argent, de vie personnelle, de business, etc. Allez, c'est parti. Question de Azu Josa qui demande qu'est-ce que tu penses du bear market, comme disent les Français, bear market pour les personnes qui ont une meilleure prononciation. Marché ours, si on le traduit littéralement, ça veut tout simplement dire que penses-tu de la chute des marchés? En ce moment, de manière généralisée, il y a tout qui baisse. Et ben, je pense que c'est une énorme opportunité. Je suis content à chaque fois que le marché chute parce que ça me permet d'acheter des actifs à des prix moins chers. Faut vous imaginer que c'est les soldes et en profiter pour investir. Personne ne sait exactement quand ça va s'arrêter de baisser. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, ça va remonter plus haut. Donc investissez tous les mois de manière régulière, c'est ce que je fais. J'essaie pas d'attendre le meilleur moment. Mon but, c'est d'investir régulièrement et plus ça baisse, plus j'investis des sommes conséquentes. En ce moment, j'investis environ 500 000 € par mois. Avec quelle marque de vêtements t'habitues le plus souvent? Eh ben, la réponse va peut-être en surprendre quelques-uns. La marque que je mets presque exclusivement, c'est tout simplement Zara. J'ai eu une période quand j'ai commencé à faire mes premiers chiffres où j'achetais du Dior, du Gucci, du Balenciaga, etc. Mais ça m'a vite lassé et je me suis assez vite rendu compte que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent ne portent pas ce genre de marque, tout simplement parce que c'est les marques qui sont portées par les gens qui viennent de commencer à faire de l'argent ou qui économisent énormément pour avoir l'air riche. Donc personnellement, actuellement, je préfère avoir un style plus simple, plus classe, plus minimaliste. Et en plus de ça, ça me fait économiser énormément d'argent parce que pour le prix d'un t-shirt Gucci, je peux m'acheter des dizaines d'habits chez Zara. Ce qui est aussi top, c'est que ça me fait gagner beaucoup de temps. Ce que je fais, c'est que 2 fois par an, je vais dévaliser un magasin Zara et j'ai mes habits pour toute l'année. Comment tu fais pour danser aussi bien? Alors je suis pas sûr, mais je pense que c'est probablement parce que je suis blanc. I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm blue. Penses-tu qu'on peut encore faire fortune dans le e-commerce en 2022? Chaque année, je reçois la même question. Est-ce que le e-commerce est mort? Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça marche encore en 2022, en 2023, etc. Et la réponse, c'est que tant qu'il y aura des gens qui achètent des trucs en ligne, eh ben, ce sera possible de faire de l'argent en vendant des choses en ligne. Le e-commerce, c'est une industrie qui explose chaque année. Il y a toujours plus d'argent qui est fait, toujours plus de boutiques qui fonctionnent, toujours plus de personnes qui vivent de leur business e-commerce. Certes, c'est compétitif, mais si vous avez les bonnes stratégies et que vous êtes persévérant, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Cette année, on a vraiment vu l'explosion de TikTok, que ce soit en organique ou via les publicités. Et c'est une super opportunité pour commencer en dépensant relativement peu d'argent quand on est débutant. Je pense aussi que c'est de plus en plus important de vraiment se concentrer sur la création d'une marque e-commerce, donc d'avoir son propre stock, de pouvoir brander, avoir des délais de livraison courts. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir vraiment avoir une optique long terme. Et de manière générale, je sais qu'on peut avoir l'impression que c'était toujours mieux avant, etc. Mais la réalité, c'est que le e-commerce a encore plein de beaux jours devant lui et que c'est juste une question d'adaptation et que ça restera encore un bon moment, un des meilleurs business pour se lancer en partant de zéro. Quelle est la barre de fortune selon toi qu'on peut avoir pour ne pas y penser à travailler encore? C'est pas très français, mais je pense que vous avez compris. Et pour moi, elle dépend vraiment de tout le monde. Je pense qu'il y a un palier qui est important. J'appelle ça le palier de la liberté financière. Et c'est quand vous arrivez à vivre des rentes de vos investissements. Pour calculer à combien ils s'élèvent pour vous, il faut que vous trouviez le montant dont vous avez besoin pour pouvoir bien vivre. Imaginons que c'est 1 million par an, si vous avez des goûts de luxe. Et bien, vous allez multiplier cette somme par 20. Et puis, ça vous donnera la somme que vous devrez avoir investie dans l'immobilier ou la bourse pour pouvoir vivre uniquement de vos rentes si vous touchez une rentabilité de 5%. 20 millions x 5% est égal à 1 million par an que vous pourrez dépenser tous les ans sans plus jamais avoir à travailler. Donc imaginons que vous voulez vivre avec 100 000 € par an, eh bien il vous faudra 2 millions d'euros car si vous les placez à 5%, eh bien vous obtiendrez 100 000 € tous les ans sans rien avoir à faire et vous pourrez dépenser ces revenus passifs jusqu'à la fin de votre vie. Quelle taille tu fais en mètres cubes? Actuellement, je suis entre 2,3 millions de mètres cubes, sauf erreur. Aurais-tu des conseils pour avoir confiance en soi? Aussi étonnant que cela puisse paraître, quand j'étais ado, j'avais genre zéro confiance en moi. J'ai lu pas mal de choses par rapport à ça et j'ai travaillé sur 2 points clés qui ont tout changé. Le premier, c'est de changer la réalité, car la confiance en soi, c'est tout simplement la confiance qu'on a en sa capacité d'arriver à faire quelque chose. Donc si vous foirez tout dans votre vie, ça va être très difficile d'avoir confiance en vous. Du coup, je vous recommande fortement de trouver un truc où vous êtes bon et de le faire régulièrement. Ça peut être d'aller à la salle et prendre le contrôle de votre apparence physique, ça peut être devenir fort dans un sport ou un hobby, ça peut être bien réussir dans le monde du travail ou du business, etc. Bref, si vous arrivez à devenir fort dans quelque chose, vous allez être admiré, reconnu pour ça, vous allez vous sentir meilleur que d'autres personnes dans ce domaine et ça va automatiquement augmenter votre confiance en vous. Ensuite, après, il y a la deuxième technique que plein de gens ignorent mais qui marche presque mieux, c'est de changer sa perception de la réalité. On connaît tous des personnes qui ont absolument rien foutu dans leur vie mais qui sont hyper confiants. Et à l'inverse, des personnes qui
ont réussi énormément de choses, mais qui doutent toujours d'eux. Et en fait, ça vient simplement de la perception qu'ils ont de la réalité. Si vous êtes une personne qui, à chaque échec, va se dire qu'elle a tout foiré, qu'elle est nulle, qu'elle n'arrivera jamais à réaliser quelque chose, et ben ça va être très dur de créer de la confiance en soi. Et puis, si à chaque fois que vous réussissez à faire quelque chose, vous vous dites ah non, mais j'ai eu de la chance, ah mais c'est parce que machin il m'a aidé, etc. De même, la confiance en vous, vous pouvez devenir super fort, vous l'aurez toujours pas. Du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous avez des échecs, ne soyez pas trop dur avec vous, prenez en compte les circonstances extérieures, etc. Et quand vous avez un succès, félicitez-vous et arrêtez d'expliquer ça par la chance ou d'autres facteurs externes. Yomi, est-ce que tu reverses ton argent à des associations? J'en ai encore pas parlé sur les réseaux, mais on s'apprête à lancer justement notre première association qui est en fait une école qui va dispenser des cours au Nigeria pour apprendre à des étudiants à devenir développeurs sur Python ou carrément dans la blockchain. Je trouve ça trop stylé parce que ça suit l'optique de pas donner un poisson aux gens mais de leur apprendre à pêcher pour qu'ils puissent se nourrir toute leur vie. Un truc que je déteste depuis que je suis gamin, c'est les injustices, mais surtout les injustices de chance. Pour moi, une personne qui fout rien, qui est nulle, qui est fainéante, si elle galère dans sa vie, c'est sa faute et j'en ai rien à foutre pour être honnête. Mais ce que je trouve horrible, c'est qu'il y a des personnes dans certains pays avec certaines situations qui n'ont pas les mêmes chances de réussite, qui n'ont pas les moyens, même s'ils sont déterminés de pouvoir améliorer leur vie. Et donc du coup, j'ai envie d'aider ces personnes et c'est pour ça qu'on a créé cette fondation au Nigeria afin de donner les outils à des étudiants motivés pour aller augmenter leurs revenus et leur carrière potentielle. Je suis un adepte de l'altruisme efficace. C'est tout simplement le fait d'aider le monde, d'aider la société en devenant riche d'abord. Je suis convaincu que c'est beaucoup plus efficace de devenir riche, de faire des dizaines, des centaines de millions, d'avoir des connexions et d'ensuite utiliser cet argent et ces ressources pour aider les gens plutôt que simplement aller travailler dans une association pendant ses vacances d'été. Du coup, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de devenir le plus riche possible, le plus rapidement possible pour moi, mais aussi par la suite pour pouvoir aider les causes qui me sont chères. Quels sont tes prochains objectifs financiers? Alors, je sais que ça va être dur, mais j'ai l'objectif d'atteindre les 100 millions avant mes 30 ans et le milliard avant mes 50 ans. Que penses-tu des gens qui disent que ça a été facile pour toi de réussir? Pourquoi est-ce que eux, ils n'ont pas réussi alors? Non, alors plus sérieusement, je pense vraiment pas que ça a été facile pour moi et de manière générale, toutes les personnes qui réussissent, à moins qu'elles aient eu énormément de chance, elles ont toutes dû galérer. C'est facile de regarder le succès de quelqu'un et de se dire que si j'avais été au même endroit, au même moment, moi aussi je serais devenu riche, etc. Mais en général, c'est des parce que c'est toujours plus simple de comprendre quelque chose quand ça s'est déjà passé. Je vous donne un exemple, ça paraît logique maintenant que les cryptos ça allait être quelque chose d'énorme, ça paraît logique que Amazon ça allait être une société qui allait tout exploser, ça paraissait logique que Tesla c'était le futur de l'automobile. Pourtant la plupart d'entre vous, vous n'avez pas investi dedans. C'est même connu en psychologie, ça s'appelle le biais de rétrospection et il faut faire attention à pas se faire avoir. Et puis de manière générale, ça a l'air toujours beaucoup plus facile quand on regarde de l'extérieur parce que ces personnes n'étaient pas là quand depuis mes 7 ans, tous les soirs avant de m'endormir, je me disais que je voulais pas être pauvre et que je réfléchissais à comment lancer un business. Ces personnes n'étaient pas là quand je travaillais 16 heures par jour à l'université pour pouvoir avoir les meilleures notes, payer mon loyer et puis lancer mes business. Ces personnes n'étaient pas là quand mes 3 premières boutiques elles ont foiré et puis que j'ai persévéré pour réussir à lancer celle d'après. Ces personnes n'étaient pas là quand j'ai été un des premiers à faire du marketing d'influence en France et mélanger ça au e-commerce. Ces personnes n'étaient pas là quand j'ai fait des dizaines de vidéos sur YouTube qui étaient meilleures que toutes celles de mes concurrents et que j'ai réussi à créer la première chaîne YouTube business. Ces personnes n'étaient pas là quand j'ai persévéré alors que j'avais déjà plusieurs millions dans mon compte en banque pour pouvoir aller toujours plus loin et ces personnes, elles seront toujours pas là quand je vais continuer à travailler 10 heures par jour, tous les jours, comme un malade alors que j'aurais bien assez d'argent pour aller à la retraite. Donc ces personnes-là, au lieu de parler, elles feraient mieux de se mettre au travail parce que si c'est aussi facile que ça, et ben elles aussi, elles auraient réussi et elles seraient pas en train de perdre leur temps à parler de moi sur les réseaux sociaux. Comment tu investis ton argent? En fait, je prends l'argent qui est dans ma banque et je l'investis. Comment faire pour être en contact avec des fournisseurs? Tu trouves des fournisseurs et après tu les contactes. Bon ok, j'arrête. C'est quoi le truc le plus important dans un site e-commerce? Avoir un site e-commerce qui fonctionne? Parle-nous de ton parcours dans les forces spéciales. Ça m'a fait marrer l'autre jour, il y a un TikTok qui est parti viral justement d'un clip de moi dans un interview qui dit que j'ai fait les forces spéciales et dans les commentaires t'as plein de gens. Ouais, il a pas fait les forces spéciales, c'est pas possible, il est trop jeune, nanana. Alors les amis, oui, j'ai bien fait les forces spéciales. J'étais grenadier à Izone dans les forces spéciales de l'armée suisse, au KSK, en suisse allemand Kommando Spezial Kräfte, qui se trouve au Tessin et c'est l'endroit où s'entraînent les forces spéciales de l'armée suisse. Quand on est suisse, on est obligé de faire l'armée pendant un petit peu moins d'une année. Alors en Suisse, il y a 2 types de forces spéciales. Il y a les grenadiers, ce que j'ai fait, c'est des gens qui font de l'armée de milice, donc qui viennent et s'entraînent pendant 1 an et ensuite ils retournent dans leur vie normale. Et s'il y a une guerre, ils seront appelés à prendre les armes. Et ensuite, il y a la 2e type, c'est les militaires de métier qui eux vraiment font ça toute leur vie. Et là, il y a une autre
autre division des forces spéciales qui sont encore beaucoup plus expérimentées que nous, qui s'appelle le DRA 10. Moi, je faisais partie des grenadiers d'infanterie et en gros, on est formé à s'infiltrer en territoire ennemi et à faire des actions ciblées afin d'annihiler les ennemis. Il y a un processus de recrutement qui est très difficile. Je pense qu'il y a moins de 5% des gens qui veulent devenir grenadier qui arrivent à le faire. Il y a d'abord un premier tri qui se fait via des tests physiques et des tests mentaux. Et ensuite, après, pendant les 11 premières semaines, petit à petit, il y a plus de la moitié des gens qui vont dégager parce que soit ils se blessent, soit ils en peuvent plus, soit ils n'arrivent pas à passer les différents tests qu'il y a à ce moment-là. Du coup, j'ai survécu et j'ai même gradé, je suis devenu sergent, ce qui fait que mon service a été prolongé et que j'avais entre 6 à 30 personnes sous mes ordres. Du coup, j'ai dû passer des tests et des entraînements supplémentaires et du coup, j'ai dû diriger avec mes autres sergents et lieutenants toute une section de grenadiers. Ça a été une des pires et des meilleures expériences de ma vie. Meilleure parce que j'ai appris à faire des trucs ultra stylés comme sauter d'un hélicoptère, utiliser un lance-roquette, un fusil à pompe, mitrailleuse semi-lourde, mitrailleuse légère, lance-patate, fusil d'assaut long, fusil d'assaut court, grenades, lunettes de vision nocturne, etc., etc. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais ça a aussi été les moments les plus difficiles de ma vie, car vous vous doutez bien que les entraînements des forces spéciales, c'est pas une partie de plaisir. Entre 3 à 4 heures de sommeil par nuit en moyenne, plusieurs nuits blanches, tout ce qu'on faisait était minuté. À la moindre erreur, c'est pas vous qui vous faites punir, mais tout le reste de la section. Et puis de la souffrance physique insupportable, porter des sacs allant jusqu'à 80 kg. Et oui, 80 kg dans certains cas de figure, en général c'est plutôt du 40-50, mais ça peut exploser, faire des marches qui durent jusqu'à 24 heures, courir dans tous les sens de 5 heures du matin à 1 heure du matin. J'ai vu des bodybuilders de 120 kg se mettre à chialer parce qu'ils en peuvent plus, des gens tomber dans les pommes à cause de moi. J'ai dû porter des mecs qui étaient en train de crier parce qu'ils se sont pété une cheville et j'ai été à maintes reprises à 2 doigts d'abandonner et demander de quitter les forces spéciales. Mais tout ça, ça m'a appris une chose, c'est que toutes les limites qu'on a, elles sont dans notre tête, parce qu'à chaque fois que je pensais que j'allais tomber dans les pommes et que c'en était fini pour moi, en fait je pouvais continuer. Et ça me donne une force énorme dans le business ou dans la vie en général, parce que je sais que si j'ai réussi à surmonter ça, le fait d'avoir un problème personnel, un problème dans le business ou une situation difficile, ça m'impressionne plus du tout. Quel est le plus gros montant que tu as dépensé en boîte de nuit un soir? J'ai dépensé 13 000 € en une seule soirée pour l'anniversaire à mon frère. Ta voiture au quotidien, je pense que c'est probablement ça. Tout simplement parce que c'est la voiture la plus courante des Uber. Et ouais, je prends toujours le Uber. J'ai pas de voiture parce que j'aime pas conduire, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je préfère de loin être assis à l'arrière d'un Uber et être en train de travailler sur mon téléphone. Je suis quelqu'un d'assez passionné et du coup je sais que si je commence à m'impliquer dans tout ce qui est l'automobile, etc., je vais probablement me mettre à acheter plein de voitures et j'ai pas envie de le faire, en tout cas maintenant, parce que ça va me faire perdre pas mal de temps et probablement pas mal d'argent vu que la plupart des voitures c'est quand même des passifs. Du coup c'est probable qu'un petit peu plus tard, quand j'aurai 30, 40 ans, là je me mette à fond là-dedans et que je me crée une collection de bagnoles. J'ai aussi reçu pas mal de questions par rapport à mes études. Alors moi j'ai un bachelor à l'université de Lausanne HEC avec un échange de 6 mois à Harvard et au MIT. Donc HEC Lausanne, c'est pas HEC Paris, faut pas confondre. C'est pas aussi reconnu mais ça reste quand même dans le top 30 des universités européennes. Et puis Harvard et le MIT, c'est deux des meilleures universités au monde. Et je suis allé là-bas dans le cadre du Visiting Undergrad Student Programme, le VUS en abrévié. Donc c'est pas un de ces pseudo-diplômes que vous pouvez choper en ligne ou les summer school où il vous suffit de payer pour aller. Non, c'est un vrai échange et c'est extrêmement sélectif pour être pris. Il y a moins de 5% des gens qui se font accepter. Du coup, c'était une énorme chance de pouvoir y participer et ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir justement réussir à être accepté. J'ai préparé ça pendant plusieurs années. Je suis allé faire une maturité bilingue, c'est-à-dire que j'ai été étudier 1 an en Allemagne pendant que j'étais au lycée et je suis ensuite allé dans les forces spéciales de l'armée suisse et j'ai gradé notamment parce que je savais que ça allait m'aider pour ma candidature pour Harvard. Et ensuite, quand j'étais en première année à l'université de Lausanne, j'ai fini top 3 de mon année. J'avais une moyenne de 5,8 sur 6, donc genre un 19, 19,5 sur 20 pour les Français. Et je suis devenu assistant pour 3 profs différents qui m'ont chacun écrit des lettres de recommandation. Et tout ça, combiné au fait que j'avais lancé un business qui faisait déjà des centaines de milliers d'euros par mois, ça m'a permis d'être accepté. Du coup, j'ai pris l'avion et puis je suis allé vivre là-bas pendant 6 mois. Et un autre truc que pas mal de personnes comprennent pas, c'est qu'ils se disent « Ouais, mais Yemi, t'étais un étudiant fauché, comment est-ce que t'as pu être accepté là-bas, machin, tes parents ils sont riches ou quoi ?» Non, j'étais un étudiant fauché en première année d'université, en deuxième année d'université, j'ai lancé mon business et je suis parti en 3e année d'université et à ce moment-là, j'étais déjà presque millionnaire, donc j'ai payé mes études de ma poche. La 3e question que je reçois souvent par rapport à ça, c'est est-ce que ça a été utile? Harvard, c'est utile parce que vous pouvez le mettre à côté de votre nom, à côté de votre CV et que ce sera toujours un gage d'intelligence, de sérieux dans le monde du business. Ça aide aussi à créer des connexions, potentiellement à lever des fonds, ce genre de trucs. Mais le contenu des cours à Harvard a été 100% inutile. J'ai rien appris là-bas que j'utilise aujourd'hui dans ma vie ou mes business. Ce qui est important dans ce
ce genre d'université, c'est d'être accepté. C'est pas vraiment ce que vous allez apprendre là-bas. Tu pèses combien aujourd'hui? Je dois être à 99, 100 kilos d'euros, quelque chose comme ça. Ok, j'arrête, c'est abusé comme c'est à chaque fois la question la plus fréquente. Je suis arrivé à un point où c'est très difficile pour moi d'estimer ma fortune car mon argent est investi dans plein de projets différents qui fluctuent tous les jours, etc. Mais sans prendre en compte la valorisation de mes business, donc uniquement de l'argent liquide que j'ai à la banque ou en investissement, je dois être entre les 23, 24 millions d'euros. Et si on prend vraiment tout en compte, eh ben on est quelques dizaines de millions d'euros plus élevés, mais j'aime pas le faire car c'est très hypothétique. Du coup, 23, 24 millions d'euros, quelque chose comme ça. Quelles sont les qualités et les défauts que tu découvres chez toi durant ton cheminement? Alors ça, c'est une super question. Je suis quelqu'un qui m'analyse énormément. Du coup, je sais que j'ai plein de défauts et plein de qualités, mais les défauts principaux sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, c'est que je suis toujours pas très bon en organisation. Je suis pas un très bon manager. Je pourrais en tout cas être meilleur pour gérer et être un bon leader avec mes collaborateurs. Et mon défaut principal qui m'a fait faire beaucoup d'erreurs dans ma vie, c'est que je pense tout le temps que les choses sont plus compliquées que ce qu'elles sont. Je m'explique, je vais pas lancer un certain type de business parce que je me dis ah mais c'est trop complexe, les gens qui font ça ils doivent être tellement smart, je vais mettre 5 ans pour pouvoir avoir une chance dans ce business là. Alors qu'en réalité la plupart des gens qui font ce genre de business, eh ben ils sont pas plus déterminés ou pas plus intelligents que moi. Et en fait juste parce que je pense que c'est plus difficile, je tente même pas. Et c'est pour ça qu'une de mes citations préférées, c'est celle de Steve Jobs qui dit « Tout ce qu'il y a autour de vous a été créé par des personnes qui sont pas plus intelligentes que vous. » Et du coup, j'essaie de garder ça en tête pour pas trop me limiter moi-même et arrêter de penser que tout est plus compliqué que ce que c'est. Ensuite, au niveau des qualités, je pense que je suis quelqu'un de déterminé, d'ambitieux, que j'ai une grosse capacité à apprendre des choses et ça, je pense que c'est mon plus fort atout. Et puis, j'ai une assez bonne capacité d'analyse et une bonne mémoire. Comment aborder ta formation en ligne? Je pense qu'il faut l'approcher avec assurance, en étant confiant, en la regardant droit dans les yeux. On peut éventuellement commencer avec un compliment afin de briser la glace. On enchaîne avec quelques blagues et ensuite après on peut essayer de choper le numéro. Non, plus sérieusement, c'est expliqué dans la première vidéo de la formation. En fait, la formation, c'est vraiment une marche à suivre et c'est expliqué après chaque étape quelles actions il faut mettre en place. Et le but vraiment, c'est de passer à l'action au fur et à mesure que vous suivez les vidéos afin de pouvoir en tirer parti à 100% et ensuite de poser des questions en rapport avec les choses que vous avez faites avec les différents coachs et d'avancer comme ça au fur et à mesure jusqu'à l'obtention de vos résultats. J'en profite pour vous dire à tous que je suis très actif en ce moment sur Twitter et TikTok, ainsi bien sûr qu'Instagram. Allez me suivre sur tous ces réseaux, j'organiserai peut-être 2-3 concours, je partagerai des trucs intéressants. Donc allez me suivre sur ces réseaux, je mettrai les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like si vous voulez qu'on en refasse dans le futur. C'était Emi, allez,